Des fois, vous êtes surpris par les personnes qui ont été arnaquées. Moi, j'ai vu même des professeurs d'université se faire arnaquer pour leurs enfants. J'ai vu des hommes d'affaires se faire arnaquer. Maître Moïse, comment reconnaître des signes d'arnaque dans la démarche d'obtention d'un visa? C'est quand même pas facile parce que le plus grand lit des arnaques se trouve dans la désinformation. Aujourd'hui, l'arnaque se porte bien simplement parce que les gens ne veulent pas s'informer. J'ai toujours posé la question aux personnes qui ont été victimes d'arnaque, la question de savoir est-ce qu'ils ont vérifié la source de l'information qui leur avait été apportée. Parce que très souvent, lorsqu'on leur vend le Canada, c'est avec une facilité qui contraste avec toute évidence. Voyez-vous, quelqu'un vous dit non, c'est facile, faites ceci, faites ça, tel a fait ça et puis ça a marché. Non, s'il vous plaît. Nous devons faire un effort pour avoir une source fiable. Or, comme je l'ai dit là, avec l'Internet, aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à l'information. Un peu de fort. De la même manière que les gens passent des temps sur TikTok, de la même manière que les gens téléchargent des vidéos sur plusieurs autres réseaux sociaux, Instagram et autres, de la même manière aussi, on peut aller sur le site officiel du gouvernement du Canada. Le site du gouvernement du Canada est accessible. À défaut même d'arriver sur le site du gouvernement du Canada, il y a moyen d'aller même sur Google et juste écrire Immigration Canada. C'est tout. Une fois que vous avez écrit Immigration Canada sur Google, vous verrez le site du gouvernement qui va apparaître parmi les premiers barres devant vous. IRCC, c'est parmi les sites qui apportent plus d'informations et dans tous les programmes. À part IRCC, il y a CIC. Très facile, CIC, Canada Immigration Citoyenneté. Vous avez également des informations sur tout ce qui se passe au Canada. Donc, il n'y a rien qui est caché. Et c'est accessible à tous. À part ça, sur Facebook, je sais qu'Immigration Canada a mis plusieurs pages Facebook pour pouvoir apporter aux gens l'information parce qu'il faut être partout. Et là, ils travaillent même, je sais qu'ils travaillent sur des petites capsules aussi sur TikTok qui vont bientôt être lancées pour permettre à ce que les gens aient la bonne information. Ne soyez pas pressés. Chaque fois que vous êtes devant quelqu'un qui vous montre que tout est facile, tout peut se faire, c'est juste avec X montant et vous verrez, nous allons nous charger du reste. Je crois qu'on doit faire preuve d'un peu de jugement et surtout pouvoir faire ses propres investigations. C'est ce qui nous manque parce que même des personnes instruites tombent malheureusement dans ces genres d'arnaques. Je sais qu'il y a plusieurs problèmes qui apparaissent à la surface et dans plusieurs pays. Je sais que la nécessité des partis est des fois dictée par des conditions socio-économiques. Tout ça, on comprend. Mais ceci ne justifie pas qu'on se voit en train de se faire arnaquer pratiquement toutes ces économies et voire même en train de se débarrasser des biens, des uniques biens qu'on a parce qu'on vous a dit que non, on est capable de pouvoir obtenir un visa et vous faire partir au Canada. Donc, prenez le temps de vérifier l'information sur Internet, mais aussi prenez le temps d'entrer en contact avec des avocats ici au Québec ou n'importe où à travers le Canada. Je vous ai dit que l'Internet facilite ces contacts. Les avocats ont des numéros WhatsApp, les avocats ont aujourd'hui même des messengers. Donc, à tous les niveaux, moi, je vois des avocats même très actifs sur Internet, sur Facebook même, qui sont capables de pouvoir séduire un rendez-vous et discuter de la question et vous apporter l'information la plus véridique qui soit afin de vous éviter ces genres d'arnaques. Donc, soyez prudents. Je crois que la seule façon de pouvoir faire face à ça, c'est de pouvoir avoir des informations. Non seulement avoir des informations, mais aussi chercher l'information. Il y a moyen de chercher l'information. Tout le monde a Internet, tout le monde a la connexion sur son téléphone. Ne nous limitons pas seulement à regarder des vidéos qui nous caressent dans le sens du poil, mais faisons aussi un effort pour pouvoir aller plus loin et surtout identifier les véritables sources d'informations et n'hésitez pas à partager avec des personnes qui soit se trouvent déjà sur place ici, qui peuvent vérifier l'information pour vous auprès des professionnels ou des personnes qui déjà étant même sur place au pays, qui font plusieurs allers-retours ici. Je crois qu'aujourd'hui, le Canada, c'est parmi les pays les plus fréquentés
Et trouver quelqu'un qui est au Canada ou qui a déjà été au Canada ou qui fait des allers-retours vers le Canada, ce n'est plus un luxe. En tout cas, c'est la contribution que je peux apporter, mais ça prend vraiment un jugement personnel et aussi la prudence, vraiment beaucoup de prudence au niveau aussi personnel pour pouvoir éviter de se faire arnaquer. Voilà un peu. Maître Jugos, quels sont les profils les plus vulnérables à ces arnaques? Les profils les plus vulnérables, moi je vous dirais très sincèrement, c'est tous les profils actuellement. Des fois, vous êtes surpris par les personnes qui ont été arnaquées. Moi, j'ai vu même des professeurs d'université se faire arnaquer pour leurs enfants. J'ai vu des hommes d'affaires se faire arnaquer. Parce que, bon, soit X est parti, et puis aujourd'hui, je vois des pratiques un peu quand même désolantes, que les groupes WhatsApp se forment dans lesquels les gens font la promotion des X agences ou X personnalités qui, lui, a toujours réussi à tous les coups de faire partie. Mais il montre les gens des visas, des passeports avec plein de visas. Lui, il dit qu'il donne rapidement, facilement. On le voit sur TikTok, Facebook, ainsi de suite, YouTube. Maintenant, comment faire face à ça quand quelqu'un vous montre tout un tas de passeports avec des visas? Vous voyez, donc, même sur YouTube, même sur Facebook, je vois des gens publier des visas avec des informations personnelles des gens. Vous voyez les noms complets de la personne, les numéros du dossier, ce qui n'est pas normal. Ça fait partie quand même des informations personnelles et par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui avec le vol des données, ça devait être protégé. Donc, vous voyez ça déjà, quand vous voyez ça, vous trouvez qu'il n'y a pas d'éthique là-dedans. Il n'y a pas d'éthique là-dedans et ça sent déjà, à mon humble avis, de l'arnaque. Et c'est justement contre ces genres de pratiques d'ailleurs qu'aujourd'hui, même le Canada a mis en place des mesures qui vont certainement dans la suite des temps porter des effets parce que c'est devenu quelque chose de très inquiétant à tous les niveaux, même du point de vue international. Maître, pourquoi on doit recourir à un avocat tel que vous pour faire ce travail? Bon, le problème, c'est la connaissance, voyez-vous. Même moi, tout avocat que je suis, je n'ai pas la connaissance infuse. Lorsque j'ai des questions liées à un litige, par exemple en droit civil, je parlerai ici de la responsabilité civile, je recours à un collègue avocat qui est mieux mes outils là-dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut tout faire. Loin de là, on ne peut pas non plus dire qu'on ne peut pas faire certaines démarches administratives seules. Mais la spécificité, la technicité, des fois, appelle un peu de retenue et qu'on puisse recourir à quelqu'un qui est capable de pouvoir vous donner l'air juste et surtout bien faire les choses pour vous. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas seulement un refus de visa, ce n'est pas seulement un refus de résidence permanente dans le cadre d'un parrainage, mais il y a aussi les risques de se voir interdit des territoires au Canada. Et ça, c'est quand même une tâche d'huile dans un dossier en matière d'immigration actuellement. Parce que comme vous le savez, depuis le 11 septembre 2000, depuis le 11 septembre, les événements malheureux du 11 septembre, vous savez qu'aujourd'hui, en matière de mobilité internationale, il y a plusieurs mesures qui ont été prises pour pouvoir au moins sécuriser les identités des personnes et savoir qui est exactement qui. Vous voyez, toutes ces décisions ne sont pas des décisions qui passent inaperçues dans un dossier d'immigration parce que l'immigrant, c'est quelqu'un qui peut aussi être un danger pour un pays, les pays hôtes. Donc, il faut penser à tout ça. Il faudrait vraiment prendre au sérieux vos propres dossiers en matière de voyage, mais surtout prendre au sérieux les informations qui sont contenues. Parce que lorsque vous donnez ces informations, ce ne sont pas des informations qui sont destinées à être échangées n'importe comment ou être utilisées n'importe comment, comme on le voit souvent, et les conséquences sont des fois très graves. Voilà un peu. Maître Jugos Mweze, la guerre des nerfs, le coût des démarches, approximativement, quels sont les actes qui nécessitent un coût pour l'obtention d'un visa au Canada? Bon, en matière de coût, je voudrais être sincère avec vous. Ce que vous dépenserez auprès d'un professionnel, ici je parle d'un avocat ou d'un consultant en immigration, parce qu'il y a aussi des consultants qui font le même travail avec les démarches préliminaires en matière de demande de visa. Je voudrais quand même vous dire que les coûts qu'on dépenserait auprès de ces professionnels ne représentent rien par rapport à ce que les gens se font arnaquer. Parce que les montants que nous entendons en termes d'arnaque, ça dépasse tout entendement. Parce que les avocats, vous savez, ce n'est pas les lucres d'abord. Ce n'est pas l'argent d'abord. L'avocat doit privilégier surtout et d'abord, avant tout, comment on appelle, d'apporter un service de qualité à ses clients. Et c'est que moyennant rémunération, mais ce n'est pas vraiment l'image qui circule de se dire que les avocats coûtent extrêmement cher. Non, l'arnaque coûte de loin plus cher que recourir à un professionnel comme un avocat. Donc, les coûts, ça se discute entre l'avocat et son client, dépendamment notamment du travail qu'il y a là-dedans. Vous savez, à certains clients, lorsqu'ils viennent vous consulter, ce n'est pas vraiment pour aller compléter les formulaires ou aller même créer un compte auprès du gouvernement. Il a déjà tout ça.
mais ils viennent vous consulter juste pour que vous leur donnez un avis favorable. Et juste ça. Et lorsque vous prenez les dossiers, vous les lisez, vous êtes surpris de voir quelle est la qualité du travail qui a été fait, mais vous pouvez juste apporter quelques petits ajustements structurels ou peut-être des corrections relatives aux objectifs oubliés de voyage et puis demander au client de soumettre son dossier. C'est pas la même chose lorsqu'un autre client qui vous verrez pour commencer les démarches de bout en bout, voyez-vous. Ou bien lorsqu'un client vous voit parce qu'il a essuyé des refus et que vous devez d'abord commencer premièrement à pouvoir prendre connaissance de ce qui a été fait avant vous, avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande. Donc vraiment, le coût varie d'une situation à une autre. Mais ce que je voudrais ici relever, c'est que avec l'expérience que j'ai dans le domaine, je constate que les gens payent plus auprès des gens qui les arnaquent et même auprès des professionnels qui les aident. Donc, c'est question de pouvoir quand même essayer parce que l'avocat vous donne une consultation, les professionnels vous donnent une consultation, vous discutez, vous évaluez le travail qu'il y a à faire et souvent de ça vous jugez vous-même de l'opportunité ou non de pouvoir poursuivre. Voilà. Dans ce cas, comment vérifier la crédibilité ou la fiabilité d'un conseiller en immigration? Les conseillers en immigration, je ne suis pas là pour parler en leur lieu et place, sont des professionnels. En tant qu'avocat, je suis juste un professionnel. Alors, l'avocat que je suis exerce en droit administratif, j'ai fait aussi le droit de l'immigration, voyez-vous. Mais il y a à côté des avocats qui pratiquent en immigration, il y a aussi des conseillers en immigration. Les conseillers en immigration, c'est leur ordre en cette matière-là et ils font du bon travail pour certains d'entre eux. Mais comme vous savez, c'est vrai qu'on ne peut pas limiter quelqu'un par rapport au travail qu'il fait, mais il faudrait prendre la personne par rapport à la moralité personnelle. Moi, je ne peux pas mettre les gens dans un moule pour dire que tous ces gens-là sont de cette manière-là. Non, non, moi, je vais cas par cas. Donc, je salue le travail de tout professionnel. Il est fait de manière professionnelle. Mais si vous, en tant que bénéficiaire de ce travail, vous constatez qu'il y a des écarts ou des abus, c'est à vous de juger la personne, voyez-vous. Donc, du coup, la fiabilité, c'est par rapport, pas aux résultats, bien entendu, parce qu'ils sont tenus par le moyen, mais surtout par rapport au contact que vous avez avec la personne. Vous avez la capacité de juger. Vous parlez, vous appréciez, vous échangez. Et si vous estimez que vous faites confiance à la personne qui peut gérer vos dossiers, vous lui confiez les mandats et il fait son travail. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Mais le plus important, je le souligne ici, c'est de pouvoir faire affaire avec un professionnel. C'est très important parce que vous avez toutes les garanties possibles et surtout la quiétude qui va avec.